Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit le fonctionnement de l'assurance vie. Donc, on va voir un peu les différentes caractéristiques d'une assurance vie, comment on construit une assurance vie, aussi sa fiscalité. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est présenter l'assurance vie comme une triple solution. Il y a trois choses importantes dans l'assurance vie. La première chose, l'assurance vie, ça permet de se constituer un patrimoine. Ah, ça, c'est indéniable, c'est un produit d'épargne. On va épargner donc régulièrement ou faire un abondement une seule fois sur un produit d'assurance vie dans l'objectif de pouvoir valoriser son patrimoine à terme. La deuxième chose, qui est aussi importante, c'est la sécurité. C'est de pouvoir sécuriser son propre avenir, mais aussi de pouvoir protéger ses proches. On le verra plus tard, l'assurance vie, c'est un réel produit, un vrai produit très intéressant dans le cas notamment de la succession. Et enfin, troisième point qui peut être intéressant, c'est de pouvoir liquider son produit d'assurance vie en rente pour la retraite. Convertir tout le capital qu'on a épargné année après année pour pouvoir partir en retraite avec. Donc, je récapitule, patrimoine, sécurité et retraite. L'avantage de l'assurance vie, pour moi, c'est vraiment sa flexibilité. C'est un placement qui est très flexible dans les versements. C'est-à-dire que si on prend une chronique de temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'assurance vie? On peut verser périodiquement des versements, donc tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, etc. Ou de temps en temps, pas forcément de manière régulière. Ou aussi également pouvoir verser un capital en une seule fois. Par exemple ici au début. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces versements, il n'y a pas de plafonnement. Donc les versements, il n'y a pas de plafond. Pas de plafond. Il n'y a pas de durée, maximale de détention de l'assurance vie. Et aussi, il n'y a pas de versement, de versement en nombre. On n'est pas limité. Il n'y en a pas de clause en fait dans le contrat d'assurance vie qui nous dit vous ne pouvez pas verser plus de X versements. Donc c'est cette flexibilité en fait, pas de plafonnement, pas de durée minimale ou maximale de détention, et également pas de nombre de versements limité. Donc ça, on était sur la phase d'épargne, c'est pas très différent au niveau de la phase de liquidation, enfin la phase de retrait. Pour le retrait, on peut retirer son assurance vie à tout moment, faire ce qu'on appelle des rachats partiels, si on enlève une partie du montant, un rachat total si on enlève tout. Et ça, on peut le faire à tout moment. On peut commencer à mettre de l'argent ici, là, au tout début, en zéro, et demander immédiatement après, allez, J plus 3. 3 jours après, on peut demander le retrait. Ça peut surprendre certaines personnes, parce que c'est vrai que même moi, mon banquier, il me le dit, l'assurance vie apparemment serait bloquée 8 ans. Alors ça, c'est totalement faux. L'assurance vie, il n'y a pas de durée de blocage. C'est pas du tout un produit qui bloque les fonds. Donc on peut l'enlever à n'importe quel moment. On peut très bien ouvrir une assurance vie, mettre de l'argent dessus, et en fait, 2 heures après, se dire, bah, en fait, on est un peu trop vite. Moi, je veux clôturer, je veux récupérer mon argent, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a quand même un fond de vérité sur ces 8 ans. Ces 8 ans, ça correspond à une date, une maturité fiscale. Donc on le verra tout à l'heure. Mais il y a quand même un impact sur ces 8 ans en fait. Ce qui va être impactant, ça va être la fiscalité. Juste, je finis au niveau des retraits. On peut aussi retirer autant de fois qu'on veut de l'argent sur son assurance vie. Enfin, tant qu'il en reste, bien évidemment, dans la limite du montant qu'il y a sur l'assurance vie.
On peut en retirer autant de fois qu'on veut. Le montant, il est libre. Et on fait du rachat partiel, comme je le disais, si on enlève une partie, ou du rachat total si on résilie en fait son assurance vie et qu'on récupère tous les fonds. Et également, chose intéressante, c'est qu'on peut faire des rachats, ce qu'on appelle programmés. C'est-à-dire qu'on va définir avec l'assureur et lui dire, bah voilà, je voudrais avoir, notamment dans le cas de la retraite, avoir par exemple, excuse-moi, avoir par exemple, euh, avoir par exemple 500 euros tous les mois de retrait sur l'assurance vie. Alors, je t'ai pas parlé de la composition de l'assurance vie. Au niveau de l'assurance vie, il y a même chose en fait. Beaucoup de personnes souvent comparent des taux d'assurance vie, des taux de rendement. Ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il faut savoir, en fait, il faut que tu saches qu'une assurance vie, ça peut être composé de deux choses. Première chose, des fonds, ce qu'on appelle des fonds euros. Et deuxième chose, des unités de compte. On rencontre souvent le terme UC, des fonds, OPCVM aussi, organisme de placement collectif de valeur mobilière, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà, il y a pas mal, voilà, il y a pas mal de noms différents sur les unités de compte. Je vais faire une vidéo, donc je t'invite à aller voir la vidéo si tu veux avoir plus d'infos sur la différence entre des fonds euros et unités de compte. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que les fonds euros, ce sont des fonds qui permettent d'avoir un rendement au minimum positif. Donc on a des fonds garantis, unités de compte, c'est pas le cas. Derrière des unités de compte, on va avoir des actions, des obligations, plein de produits différents, selon tes objectifs patrimoniaux, bien entendu. C'est tes objectifs patrimoniaux qui vont définir la dose, enfin, le dosage, on va dire, entre unité de compte et fonds en euros. Bien évidemment, plus on va partir sur des unités de compte, plus on va potentiellement pouvoir trouver des fonds avec des rendements plus élevés, donc plus de risques. Alors que si on s'arrête sur les fonds euros, c'est là où je te disais tout à l'heure qu'il y a des gens, souvent ils disent quel est le rendement de ton assurance vie. C'est un peu un abus de langage parce que c'est plutôt le fonds euro de l'assurance vie qui a un taux garanti. Donc on est à peu près sur un peu moins de 2% aujourd'hui en 2018 sur les fonds euros. La tendance est toujours à la diminution. C'est pour ça que souvent on va essayer de privilégier un peu des unités de compte, surtout si on est sur des unités de temps qui sont relativement longues. Voilà, on a fait un peu le tour maintenant au niveau de la composition. Ce que je te propose de voir, qu'on voit ensemble, c'est maintenant la fiscalité. C'est quelque chose qui est assez intéressant sur l'assurance vie. Donc, la fiscalité. Fiscalité en cas de rachat. Donc, au moment où tu vas récupérer tout ou partie de ton épargne sur l'assurance vie. Premier exercice qu'on va devoir faire, c'est distinguer la portion de capital et la portion d'intérêt. Sur ton assurance vie, quand tu vas mettre de l'argent, année après année, des intérêts vont être générés. Donc, ce que j'appelle K, ça va être le capital, c'est le montant que tu as versé, le montant d'épargne. Et I, c'est le montant total d'intérêt qui a été généré. Au niveau de l'assurance vie, ce qui va se passer, c'est que ce qui va être fiscalisé, ça va être uniquement la part d'intérêt dans le retrait. Alors, je vais essayer de schématiser un peu parce que dit comme ça paraît pas hyper évident. Hop. Par exemple, tu vois, on dit qu'on va enlever ce montant de l'assurance vie. Ce qui va être en réalité fiscalisé, ça va pas être la totalité, c'est-à-dire tout ça. Enfin, non, pas comme ça. C'est pas ça qui va être fiscalisé, mais ça va être uniquement ça. C'est la part d'intérêt. Je vais prendre je vais faire un petit peu, je vais nettoyer puis je vais faire un exemple. Ça va être encore un exemple chiffré, ça va être plus simple. Alors, on dit que tu as une assurance vie au moment du retrait qui est évaluée à 150. 150 euros, 150 ce que tu veux, 150 000, 150 millions. Prends ton référentiel. On dit que tu as 100
de capital et tu as 50 d'intérêt. Donc tu peux vérifier, ça fait bien 150 au total. On va retirer 15. On enlève 15. 15 par rapport à 150, c'est 10%. Donc tu vas être fiscalisé sur 10% des intérêts, c'est-à-dire 10% fois 50, qui est égal à 5. Donc en fait, tu ne vas pas être fiscalisé sur 15, mais sur 5. Et c'est sur ce 5 maintenant qu'on va devoir appliquer le taux fiscal. Alors, quel est le taux fiscal? Alors là, accroche-toi bien, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de faire simple. Tu as plusieurs taux. Et là, ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure là, avec l'histoire des 8 ans, que ton conseiller bancaire te disait par exemple que l'assurance vie était bloquée 8 ans. Enfin, du moins, c'est ce que le dit le mien. Alors, on a 4 ans, 8 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que si tu rachètes avant 4 ans, tu vas être fiscalisé. L'intérêt qu'on vient de voir là tout à l'heure, le 5, il sera fiscalisé à 35%. C'est ce qu'on appelle le prélèvement libératoire. Ou à ta tranche marginale d'imposition. J'ai fait une vidéo là-dessus, là, sur les impôts sur le revenu. Si TMI, si tranche marginale d'imposition, ça ne te parle pas, je t'invite à aller sur cette vidéo. Et entre 4 et 8 ans, on est à 15% de prélèvement libératoire, ou encore une fois, le TMI si c'est favorable. Tu arbitres comme ça, de toute façon, si ton TMI il est inférieur à 15%, bah, prends le TMI. Si ton TMI, par exemple, si tu es sur une tranche à 30%, entre 4 et 8, bah, retiens le prélèvement libératoire. Et au-delà de 8 ans, tu vas être à 7,5%. Ou encore une fois, moi je vais préciser quand même où, tac tac tac, ou TMI. Sur la dernière tranche, dernière précision, parce que bon, là, c'est trop simple encore, on va complexifier un petit peu. Ici, tu vas avoir un abattement sur tes intérêts. Donc là, tout à l'heure, on était à 5 d'intérêt. Tu vas abattre les 4600 premiers euros si tu es célibataire, ou deux fois plus, 9200 si tu es en couple, d'intérêt. Donc ça va être exonéré. Donc il faut quand même déjà avoir pas mal d'intérêt quand même, hein, pour avoir un... c'est des montants annuels. Il faut avoir un joli, ouais, un joli contrat d'assurance vie pour être au-dessus des 4006 et des 2009. Ouais, et en plus de ça, donc en plus de ton taux fiscal, tu vas devoir bien évidemment rajouter les prélèvements sociaux qui, en 2018, s'élèvent à 17,2%. Ça, c'était le cas qui pouvait s'appliquer encore jusqu'à fin 2017 sur les versements avant fin 2017. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que pour les versements sur ton contrat d'assurance vie, où je te l'ai dit, ça va être compliqué, sur les versements de ton contrat d'assurance vie après le fin 2017, en fait, c'est le 27 septembre 2017. Pour tout ce qui est postérieur à cette date, on va avoir une petite modification. Je refais mon petit graphique, 4 ans, 8 ans. On va être ici au prélèvement forfaitaire unique, on appelle aussi ça la flat tax, ou au TMI. Même chose ici, flat tax ou TMI. Et ici, on est à 7,5% ou le TMI. Donc là, tu remarqueras qu'ici, ça n'a pas changé. Ça, en fait, ça n'a pas changé par rapport à avant. C'est ici où on va voir un petit peu des changements. Même chose, en fait, il faut que tu arbitres entre, du coup, ces deux taux. Donc, soit ton TMI, que tu devrais connaître, ou soit le prélèvement forfaitaire unique, qui finalement, en fait, s'élève. Le prélèvement forfaitaire unique, c'est 30% prélèvement, enfin, fiscalité plus prélèvements sociaux. Donc en fait, ça revient à dire qu'on a 12,8%. On doit comparer le TMI avec les 12,8%, puisque 12,8%
plus mes 17,2% de prélèvements sociaux, on retrouve bien les 30% de flat tax, de PFU global. Donc le TMI, tu dois le comparer avec ton 12,8 pour savoir si tu dois, comment tu arbitres, si tu dois retenir ta flat tax ou ton TMI. Je continue sur la fiscalité, mais cette fois sur la partie plutôt succession, qui est intéressante, qui est très intéressante sur l'assurance vie. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le cas d'une succession, le contrat d'assurance vie n'est pas directement réintégré dans la succession du défunt. Parce qu'en fait, bon, petite subtilité, on n'est pas sur du code civil, on est sur du code des assurances, donc c'est légèrement différent. Et ce qui fait, bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que 152 500 € ne sont pas assujettis aux frais de succession. La succession ne paiera pas de frais sur les 152 500 premiers euros de l'assurance vie. Donc ça, c'est très intéressant. On peut vraiment faire sortir une grosse partie des frais de succession grâce à l'assurance vie. Si l'épargnant, l'investisseur avait mis son argent dans un autre produit que l'assurance vie, avait mis par exemple 150 000 € ailleurs, la succession aurait dû payer du coup des frais de succession dessus, qui peut s'élever facilement à plusieurs milliers d'euros. Alors qu'en les mettant dans l'assurance vie, du coup, les héritiers n'auront pas à régler cette somme. Donc voilà, un peu dense quand même cette vidéo, pas mal de choses sur l'assurance vie. Et encore, il y a encore beaucoup de choses, je pense. J'aurais pu y passer encore pas mal de temps, j'ai essayé d'être un petit peu succinct. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, hein, je répète toujours, à t'abonner. Tu as un petit bouton pour s'abonner. Le site Invested est à ta disposition si tu veux avoir d'autres infos, d'autres vidéos. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi je te dis à la prochaine. Allez, salut!